Bonjour, mon nom est Marie-Claude Larocque, je suis policière au service de police de la Ville de Montréal. Cette semaine, j'aimerais aborder avec vous une problématique émergente aux abords des stations de métro de Montréal. La problématique est la suivante. Nous avons une recrudescence de vols d'appareils électroniques. Ça peut être des téléphones intelligents, des baladeurs numériques ou des mini-portables. La manière de procéder des voleurs est très simple. Lorsque vous manipulez votre appareil électronique, le voleur vous observe et passe devant vous et à l'arracher, arrache tout simplement votre appareil et part en courant. À ce moment-là, vous n'avez pas le temps de réagir, le tout se passe très rapidement, donc la personne arrache l'appareil de vos mains et quitte en courant. Évidemment, on privilégie que les gens ne courent pas après les voleurs. Les voleurs peuvent être agressifs dans certains cas, donc de laisser partir les gens, les voleurs. Mais évidemment, il y a un moyen de prévenir ce vol-là, c'est de faire attention lorsque vous manipulez vos appareils électroniques. Évidemment, on est au courant quand les gens sortent des métros, vous manipulez votre téléphone intelligent pour voir vos emails, vous manipulez votre baladeur pour changer les musiques, mais nous privilégions que vous le faites à l'écart, caché des regards des gens. Donc, soyez attentifs aussi à votre environnement. Lorsque vous vous sentez bousculé, lorsque vous vous sentez serré ou poussé dans le métro, soyez attentifs aux gens alentour de vous. Ils peuvent dérober vos appareils. Donc, on vous demande d'être vigilant et de protéger vos appareils en évitant de les exposer inutilement. Faites ça à l'écart et faites attention à votre environnement. Si toutefois un malheur, une chose comme ça peut arriver, appelez immédiatement le 911. Les policiers vont se diriger. Nous avons accès à plusieurs centaines de milliers de caméras à travers l'île de Montréal, donc que ce soit dans des endroits privés ou publics. Donc, même si ce n'est pas sur le fait, on peut procéder à l'arrestation des gens, on les reconnaît. Donc, nous, on va faire une enquête et on va aller chercher les bandes vidéo des caméras. Donc, c'est important d'appeler le 911. Nous allons rédiger un rapport et nous allons essayer de faire une enquête et de procéder à l'arrestation de ces gens-là. C'est une problématique émergente, comme j'ai dit tantôt, donc on prend ça très au sérieux. Donc, dans les abords des métros, dans les métros, sur la place publique, faites attention quand vous manipulez vos appareils électroniques. Les voleurs, de leur côté, eux, prennent vos appareils électroniques et les revendent sur Internet. Donc, il y a un grand marché pour ça présentement, malheureusement. La revente, elle est facile. C'est des objets qui ont une grande valeur et ensuite, ils peuvent les remettre en circulation. Donc, malheureusement, votre perte, elle est directe à moins que vous soyez assuré. Donc, le meilleur moyen, c'est de prévenir, de faire attention dans vos manipulations, de vous cacher et d'appeler le 911 si toutefois une situation malheureuse vous arrivait. Nous avons fait une journée de prévention à cet effet. Nous nous sommes présentés dans les édicules de métro et nous avons remis des petits tracts aux gens qui avaient des comportements, de manipulation avec leurs appareils. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a encore trop de gens qui manipulent en sortant des métros leur appareil. Nous avons remis ce petit fascicule-là pour que les gens soient vigilants. Donc, vous risquez encore de nous voir dans les prochaines semaines aussi dans les édicules et aux abords des stations de métro. Le but, c'est simplement de vous sensibiliser à ce phénomène-là et pour que vous puissiez garder vos objets de grande valeur en votre possession. Donc, merci. À la prochaine. Bonjour, mon nom est Manon Caisse. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur le haut du dos, les bras, le cou et les épaules. J'espère que vos matelas sont prêts. On s'installe. Nous allons nous installer confortablement sur le dos en descendant tranquillement, en roulant la colonne. Ramenez les pieds près des fessiers. Important de bien avoir le dos à plat. Pour en prendre conscience, vous pouvez appuyer un peu sur le ventre et rouler le bassin vers l'avant et après prendre une position relaxante. Pour bien relâcher le haut du dos, vous allez placer au début vos mains sur votre ventre et prendre quelques respirations. Trouvez une position qui vous est confortable. Vous pouvez déplacer les omoplates. Pour bien détendre le haut du dos, tout ce que vous avez à faire, c'est placer vos mains sur votre ventre. Et peut-être déplacer un peu vos épaules si vous sentez de la tension. Ce qu'on peut faire aussi, on croise les mains
Placez derrière la nuque, exercez une légère traction pour aller déposer la tête et avoir le cou bien étendu. Tout au long des exercices pour le haut du dos, il est important de détendre les mâchoires, ne pas avoir de tension. Donc, après avoir bien aplati votre dos par terre, vous allez placer vos mains de chaque côté de vous, ce qui va amener que les omoplates dernières vont rouler un peu vers le devant. Vous allez garder cette position quelques minutes en respirant. Après cela, vous allez faire le contraire. Ouvrir les bras et placer les paumes vers le plafond. Gardez la position un peu et sentez ce qui se passe dans votre corps. Si tout va bien, vous allez monter un peu dans ce que j'appelle la position de la croix. Vous pouvez au début avoir les paumes vers le plafond et sentir un léger étirement. Sentir l'état de vos bras. Et prendre quelques respirations. Vous allez faire le contraire. Rouler, tourner les bras, paume vers le plancher. Vous allez bouger vos omoplates, ça va être plus confortable. Et relaxer les bras. Vous pouvez bouger la tête un peu s'il y a des tensions. On continue de monter les bras si on peut. Vos bras peuvent se décoller du plancher. Attachez les mains et tirez un peu vers le haut. Ou on fait un bras chacun leur tour, c'est moins de tension. Respirez. Et vous pouvez aller détendre en pliant le bras ou reprendre la position de la croix. Je ramène les deux bras à chaque côté. Élevez le bras droit vers l'arrière, vers le haut. Gardez cette position. Parce que mes bras sont très tendus, moi, ça ne touche pas. Peut-être que vous, ça va toucher. S'il y a douleur, je redescends et viens déposer mon bras par terre et je garde la position puisque ça effectue un étirement. Et je ramène les deux bras contre moi. Vous pouvez reprendre le mouvement de la croix, doucement, sentir un léger étirement. Ici, ce sont les pectoraux qui vont s'étirer. Je vais ramener mes mains derrière ma tête, croiser et déposer ma main dans le milieu. Vous pouvez sentir, vous avez besoin de replacer vos omoplates. Ça va les coller. Ce qu'on faisait tantôt ici, ouvrez les omoplates. Maintenant, en faisant cet exercice, vous allez coller. Donc, vous pouvez sentir le besoin. Et tenter de laisser tomber les coudes. Dépendamment de chacun, ça touche ou ça touche pas. Et je respire dans je respire dans l'exercice. Ça peut prendre plusieurs minutes avant que ça relâche. Lorsque vous sentez que le plus gros de la tension est tombé, vous arrêtez. Maintenant, je vais me placer de l'autre côté, sur le côté devant. La prochaine position en est une que j'aime particulièrement parce qu'elle me procure le plus grand bien. Elle est très détendante et vraiment efficace pour les tensions du haut du dos et du cou. Donc, nous allons nous placer à quatre pattes. Après cela, je vais venir me placer sur mes coudes. J'ouvre mes genoux afin de pouvoir laisser passer mon ventre et je vais venir placer mon front complètement par terre. Après cela, si vous pouvez,
Vous allez descendre les fessiers et effectuer un léger étirement vers l'arrière. Vos bras se retrouvent étendus. Et vous gardez cette position pendant quelques secondes ou minutes, comme vous voulez, en relaxant. On ne veut pas trop de tension. Respiration. On peut aussi le faire avec seulement qu'un bras à la fois. On peut aussi tourner la tête sur le côté, étirer le côté du cou et déposer. Ça relaxe tout l'omoplate et le bras. Je glisse vers l'avant, retourne ma tête. Si j'avance la main vers l'avant, je vais ressentir un plus grand étirement. Et voilà, la position de détente complète du haut du dos. N'oubliez pas de bien étirer votre haut de dos le plus souvent possible, d'autant plus que vous pouvez le faire aussi debout. Mais coucher est plus puissant, ça va vous éviter les problèmes de nuque, ça peut éviter les problèmes de migraine, les tendinites et les bursites. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour, je suis Aude Guiraud, globe-trotteuse et professeure en tourisme. Cette semaine, je vous présente 2 romans qui vont vous faire voyager à Cuba et en Amérique latine. Alors rien de tel quand on part en vacances de prendre le temps de lire des romans. Alors ce que j'affectionne particulièrement, c'est d'acheter, de me procurer le roman dans l'endroit, dans la destination dans laquelle il a été écrit. Alors pourquoi pas lire ou relire un roman dans son pays d'écriture? Moi, ça me permet de m'empreindre des lieux un peu plus. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman de Ernest Hemingway. Je reviens de La Havane, à Cuba, où j'ai acheté Le vieil homme et la mer sur une petite place dans le vieil Havane, là où les bouquinistes vendent des vieux livres. Alors pour la petite histoire, Ernest Hemingway, non, il n'est pas cubain, c'est un auteur états-unien, mais il a vécu une dizaine d'années à La Havane, il était tombé sous le charme de l'île. Et il a écrit Le vieil homme et la mer dans sa ferme qui s'appelle La Finca Vieja au sud de La Havane. Ce roman a été très bien accueilli puisqu'il a eu un double prix d'honneur, le prix Pulitzer et le prix Nobel de la littérature en 1954. L'histoire du vieil homme et la mer, c'est un combat, on peut dire un combat épique entre un vieux pêcheur et un gigantesque espadon, peut-être même la plus grosse prise de sa vie, et tout cela symbolise l'entretien de l'homme avec lui-même et de la condition humaine elle-même. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le petit village de Coimar, dans lequel il a puisé ses idées de livres. C'est une municipalité, Coimar, de 20 000 habitants à l'est de la capitale cubaine. Il est très connu, Ernest Hemingway, en ce temps-là, dans ce village. Il vient souvent pêcher avec son bateau, qui s'appelle le Pilar, qui est encore visible à La Havane, qui est encore dans sa finca vieja, dans sa ferme qui est devenue un musée. Donc on l'appelle Papa dans le village, tellement qu'il est connu. Et il traîne beaucoup avec son meilleur ami, qui est Gregorio Fuentes. Par contre, on aurait pensé que le vieil homme du livre serait Gregorio, mais non. Ernest Hemingway dira à un moment donné que si le vieil homme était quelqu'un, ça a été le père de Chago, une autre personne. Hemingway étant connu qu'il a même sa table réservée dans le meilleur restaurant de la région, qui s'appelle La Terraza, le plus grand restaurant de fruits de mer, la même table pour 4, vue sur la baie de Coimar, évidemment. On retrouve aussi un buste d'Ernest Hemingway sur la place du village, qui a été dressé là par les villageois quand ils ont appris sa disparition. Alors quant au second roman, nous partons en Amérique latine, sur les traces des chroniques du célèbre Ernesto Guevara, plus connu sous le nom du Che.
Il a fait un voyage d'1 an sur les routes avec son ami Alberto Granado et sa fameuse moto qu'il appelait la Vigoureuse. Ça a été aussi un film éponyme, donc du même nom, Carnet de voyage, qui a été porté au grand écran. Les deux acolytes vont partir à la rencontre des mineurs d'Atacama, des gauchos de l'Argentine, le pays de naissance du Che. Ils vont aller voir aussi les ruines du Machu Picchu et ils vont aller rencontrer les lépreux dans une mission au Pérou. Alors le livre est étonnant de vérité, de sincérité, d'humilité aussi et beaucoup de partage à travers les rencontres données. À travers ces 2 romans sur le continent américain, je vous souhaite une bonne lecture ou relecture du grand classique de Ernest Hemingway qui est Le vieil homme et la mer. Et je vous souhaite aussi un bon voyage exploratoire avec les récits, à travers les récits de Ernesto Che Guevara. Alors cette semaine, on parle du guide Coup d'œil sur la consommation, le nouveau guide d'options consommateurs qui est écrit en langage simple et court pour que chaque personne puisse devenir un consommateur averti. Alors le nouveau guide Coup d'œil sur la consommation est une remouture qui a été faite pour s'adapter à la remouture elle-même de la loi sur la protection du consommateur. Alors, à l'intérieur de ce guide, maintenant, on illustre beaucoup mieux le paysage de la consommation au Québec. Parmi ceux-ci, ce qu'on pourrait mentionner, c'est quelques mises en garde sur le crédit, surtout sur le crédit de type acheter maintenant et payer plus tard. D'autres sujets qui sont explorés dans le guide Coup d'œil sur la consommation, nous avons les télécommunications. Alors, pour mieux vous préparer lorsque vous transigez avec les compagnies de télécommunications, ce qui devrait figurer dans vos contrats, et puis ce que vous devez savoir avant de commencer à magasiner. Aussi, la loi a changé en matière de cartes cadeaux. Par exemple, la plupart des cartes cadeaux n'ont plus de date d'expiration. Alors, une excellente nouvelle que vous pourrez lire dans le guide Coup d'œil sur la consommation. Aussi, plusieurs détails sur un sujet qui est un petit peu difficile à comprendre, qu'on appelle les garanties. Il y en a 3 différentes. Garantie légale, garantie du fournisseur et garantie prolongée. Alors, on fait la différence entre chacun de ceux-ci dans le guide Coup d'œil sur la consommation. Et puis, un petit événement qui a été exploré dans le guide Coup d'œil sur la consommation cette fois-ci, c'est les achats à distance. Alors, achats à distance, on peut parler de les achats qu'on fait par Internet, les achats qu'on fait par catalogue et aussi au téléphone. Alors, une bonne manière de se préparer avant de transiger avec n'importe quel détaillant. Alors, le guide a été fait grâce à la contribution financière de l'Office de la protection du consommateur. Nous avons réussi à en tirer 5000 exemplaires qui sont disponibles gratuitement sur notre site Internet à option-consommateur.org. Sinon, vous pouvez avoir une copie du guide papier. Vous avez qu'à appeler à Option Consommateur 514-598-7288. Des frais de postage sont par contre exigés de 4 $. Alors, le travail d'un pharmacien en milieu hospitalier va différer d'un milieu à l'autre, là, évidemment. Mais ici, au C3S d'Argenteuil, bon, la base, c'est la validation des ordonnances. Alors, toutes les ordonnances que les médecins vont prescrire pour les patients, on les reçoit à la pharmacie. Alors, ça doit être vérifié pour s'assurer que la dose est adéquate pour le patient, qu'il n'y a pas d'interaction. S'il y a un ajustement à faire, on va le faire aussi. Alors, on va pouvoir contacter les médecins si on juge que des changements à faire. Ça, c'est le travail de base, là. Mais dans les cliniques, ce qu'on va rajouter, c'est que pour les patients hospitalisés, entre autres, il y a des ajustements d'antibiotiques à effectuer. Alors, il y a certains antibiotiques qui sont ciblés. Alors, pour ces antibiotiques-là, on va aller voir les dossiers, on va s'assurer d'ajuster la médication selon la fonction rénale. Alors, avec l'âge, nos reins fonctionnent de moins en moins, et puis on doit ajuster les médicaments. On va aussi répondre évidemment aux questions des médecins, des infirmières sur la médication, toujours dans le but d'avoir un usage optimal des médicaments, un traitement le plus efficace possible avec le moins d'effets indésirables. On va aussi
suivre des patients en soins palliatifs, alors pour qui il n'y a plus vraiment de traitement, mais on veut s'assurer d'une bonne qualité de vie là, pour ces patients-là. Alors, par exemple, on va aller les rencontrer pour évaluer leur douleur. Alors, s'ils ont des douleurs, ils vont pouvoir nous la situer, nous la décrire, puis on va essayer de trouver le traitement le plus adéquat pour soulager leur douleur. Mais on va aussi essayer là, de soulager les nausées, la constipation, l'insomnie, vraiment là, pour que le patient soit bien là, pour peut-être les quelques temps qu'il lui reste à vivre. On va aussi à l'hôpital de jour. Il y a une pharmacienne qui va à l'hôpital de jour. Ce sont des patients en perte d'autonomie qu'on veut essayer de garder à la maison le plus longtemps possible. Alors, elle va faire l'ajustement de la médication avec le médecin, puis elle va aussi s'assurer que les patients prennent bien leurs médicaments. On va aussi, il y a 2 cliniques principales là, ambulatoires qu'il y a ici au C3S dans lesquelles les pharmaciens sont impliqués. Alors, il y a la clinique de diabète où on complète l'équipe là, de la nutritionniste et de l'infirmière. On va encore là faire un ajustement de la médication, puis on va aussi faire de l'enseignement aux patients là, pour qu'ils puissent prendre bien en main son diabète puis essayer de le traiter le plus adéquatement possible. Puis finalement, on a aussi la clinique d'anticoagulothérapie. Alors ça, c'est une clinique pour les gens qui prennent du Coumadin. Alors le Coumadin, c'est un médicament que certains patients prennent, bien, plusieurs patients prennent, soit parce qu'ils ont des problèmes au niveau des valves cardiaques ou du rythme du cœur pour prévenir la formation de caillots. Alors c'est un médicament, par exemple, qu'on doit individualiser pour chaque patient, puis des prises de sang sont nécessaires là, pour faire l'ajustement. Alors, on a près de 300 patients qu'on suit ici régulièrement. Alors, on va faire l'ajustement de la dose de Coumadin là, selon les résultats de prise de sang qu'on a obtenus. Puis, évidemment, bien, on a des petits carnets là, que les patients peuvent utiliser là, pour eux aussi faire un bon suivi puis arriver là, à savoir quelle dose ils doivent prendre à chaque jour, là. Alors, tout ça dans le but d'avoir un traitement optimal pour chaque patient. Alors, comme vous avez pu le constater, le pharmacien en milieu hospitalier doit intervenir avec les patients, avec les autres professionnels, là, les autres intervenants de la santé. Alors, il y a beaucoup de relations. C'est un travail très, très clinique. Et puis, ça peut être très enrichissant parce qu'on fait vraiment partie de l'équipe puis on aide au processus là, de guérison des patients.